Le plan qui a été proposé maintenant, de vider entièrement la ville de Gaza elle-même de ses habitants, je ne vois pas en quoi ça va changer la donne principale, qui est la seule question. Qui est le gouvernement sur la population à Gaza? Tant que Israël ne décidera pas qui est le gouvernement, que ce soit nous, ça peut être que nous, ou du moins dans un premier temps, ça continuera avec le Hamas et le Hamas continuera d'exister. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, comment ça va? Nous, ça va très bien et on voulait savoir chez vous quelles sont vos appréciations autour, on va dire, de ce grand dossier qui va préoccuper, on va dire, aujourd'hui la classe politique et bien entendu l'échelon militaire en Israël. C'est la décision du cabinet restreint que ce cabinet doit prendre aujourd'hui autour soit d'une occupation, une conquête de l'intégralité de la bande de Gaza, c'est-à-dire des 25% qui n'ont pas encore été conquis par l'armée israélienne, soit un blocus autour de la ville de Gaza. Alors, vous êtes membre du Likoud, vous êtes également officier de réserve de l'armée israélienne. Je voudrais avoir votre appréciation. Est-ce que vous êtes plutôt proche de l'appréciation de l'intention du Premier ministre d'aller conquérir l'intégralité de la bande de Gaza, ou plutôt de celle du chef d'état-major de l'armée israélienne? Je pense que l'état-major se trompe totalement. Il y a une seule manière de gagner une guérilla. Une seule manière de gagner un mouvement comme le Hamas, c'est de séparer entre la population civile et le Hamas. Tout endroit où se trouve la population civile, il faut que quelqu'un la contrôle, pour que quelqu'un la gère, que quelqu'un fasse la police, que quelqu'un distribue l'aide. Ça peut être quelque chose de mafieux, comme le Hamas, ou ça peut être quelque chose d'ordonné, ça peut être par l'ONU, ça peut être par Israël. Aujourd'hui, la seule autorité capable de remplacer le Hamas pour s'occuper directement de la population, c'est Israël. De manière directe ou indirecte, ça change absolument rien, mais il n'y a que Israël qui peut remplacer le Hamas. Tant que Israël ne conquiert pas la bande de Gaza, pas au niveau du territoire de la bande de Gaza, on peut même laisser des morceaux du territoire de la bande de Gaza où les soldats israéliens ne se trouvent pas là, où c'est des zones de combat où on sait qu'il n'y a que le Hamas qui est là. On parle, moi, ce qui est important, c'est au niveau de la population palestinienne à Gaza. Tant que la population palestinienne à Gaza n'est pas prise c'est pas Israël qui s'en occupe, on continuera la guerre parce qu'il faut à tout prix faire la division entre la population et le Hamas. C'est la seule manière de gagner la guerre. Alors je vous arrête là. Alors attendez, je vous arrête là parce que on parle là des 25 derniers pourcents qui n'ont pas encore été conquis, mais pour l'instant l'armée israélienne, si je ne m'abuse, a bien conquis 75%. Or même dans les 75% que l'armée a conquis, on voit que c'est pas facile de contrôler la population civile. On voit que en dépit des efforts des entreprises, des organisations américaines d'aide humanitaire, eh bien on voit même là que le Hamas est toujours présent, qu'il arrive à détourner l'aide humanitaire, qu'il arrive à mener une campagne mensongère sur la famine. Donc, c'est pas particulièrement percutant comme résultat. Ce qui se passe, c'est que dans les 75% que Tsahal a conquis, il n'y a pas de population palestinienne. La population palestinienne a été repoussée vers les endroits où Tsahal n'est pas rentré. Il y a des centres de distribution de l'aide qui sont du côté de là où l'armée se trouve, et la population, tous les matins, tous les soirs, toute la journée, sort des zones contrôlées par le Hamas pour aller dans les zones contrôlées par Israël pour récupérer l'aide humanitaire, dont une partie de l'aide humanitaire, parce qu'il y a une grosse partie de l'aide humanitaire qui est ou parachutée ou amenée par des camions de l'ONU directement dans les zones contrôlées du Hamas, surtout dans la ville de Gaza, c'est-à-dire dans le nord de la bande de Gaza. Donc on parle d'une petite partie, il y a 4 centres de distribution seulement. Et même dans ces centres de distribution, les gens ils viennent sans aucun contrôle, absolument aucun contrôle. Ils viennent, ils récupèrent les choses et les ramènent chez eux dans les parties contrôlées par le Hamas. Le nombre de 75%, 25%, 80%, 20%, 70%, 30%, ça change absolument rien. Non, mais la seule chose qui change, c'est où la population elle habite. Est-ce que la population elle habite dans une zone qui est contrôlée par Israël ou par le Hamas? Quand je parle de contrôlée par Israël, c'est-à-dire que là-bas il n'y a pas un seul terroriste du Hamas qui est armé. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle, pour y rentrer, on est contrôlé à l'avance pour y rentrer et on sait exactement qui s'y trouve. Oui, mais regardez, Nissim, nos auditeurs ne suivent peut-être pas, parce qu'il faut vraiment connaître, comme vous, le territoire de la bande de Gaza pour comprendre où habite la population civile, où le Hamas maintient son pouvoir. C'est un peu complexe, mais c'est-à-dire, par rapport à votre explication qui est de dire, on a besoin de faire une séparation entre le Hamas d'un côté et la population civile pour permettre à la population civile pour contrôler la population civile et lui offrir, on va dire par exemple de l'aide humanitaire. Eh bien, ça ne s'est pas produit dans les 75% qu'Israël détient. Non, parce que tout simplement dans les 75% qu'Israël détient, il n'y a pas de population.
Non, mais attendez, pardon, je comprends pas. Je comprends pas. Dans les 75% qu'Israël détient, il n'y a pas de population civile palestinienne? Non, la population civile palestinienne a été repoussée vers les endroits où il n'y a pas de salle. Avant de rentrer dans un quartier, à Gaza par exemple, je rentre à Saïd-Jaïa, qui est à l'ouest de Gaza, oui. Okay, qui est à l'est de Gaza. Avant de rentrer, Tzal va envoyer des SMS, va envoyer des avions qui vont jeter des papiers, va envoyer des coups de téléphone, va faire tout pour sortir la population, pour faire en sorte que la population ne se trouve pas en zone de combat. En passant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. On ne doit pas se trouver dans une situation où il y a de la population dans une zone de combat. Est-ce que ça veut dire que toute la population sort? Non, il va toujours avoir des irréductibles qui vont rester un peu, mais dans tous ces cas, même ceux-là, au bout d'un moment, ils sortent parce qu'ils sont dans une zone de combat. Oui. On va détruire leur maison. Il n'y a pas de maison. Là où Tzal rentre, on détruit toutes les immeubles parce que c'est la seule manière de combattre le terrorisme, c'est la seule manière de combattre en zone urbaine, c'est de détruire tous les immeubles. Donc il n'y a pas de personnes qui habitent là-bas. Quand Tzal rentre dans un endroit, la première chose qu'on fait, c'est de virer de là-bas tous les habitants. Pas parce qu'on veut les virer, c'est pas une question d'épuration ethnique, c'est tout simplement parce qu'au niveau du droit international et au niveau de la morale pure, on ne peut pas combattre dans un endroit où il y a des civils parce qu'ils vont se faire tuer. Alors, donc ce qui se passe, c'est qu'on pousse les civils vers les zones de combat, vers des zones qu'on dit à l'avance, c'est lesquelles, dans lesquelles ces zones-là, par définition, on ne combat pas. Il faut bien comprendre, sur toutes les morts civiles, il n'y a que 2% seulement qui ont été tués dans des frappes et qui se trouvent dans les zones, dans ce qu'on appelle les zones de protection, les zones de protection civile où on dit aux civils de se retrouver. C'est très peu, et c'est que vraiment parce que c'est des dommages collatéraux, parce qu'il y a les terroristes du Hamas qui sont cachés dans ces zones-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Essayons d'avancer, mais qu'est-ce qui va se passer de plus si Tzal va à la conquête de la ville de Gaza, des camps de Nuseirat et de Deir el-Balah qui sont au centre de la bande de Gaza? C'est très simple. Si on conquiert ces endroits, on prend ces endroits, et qu'on enlève de là-bas la population civile, et qu'on la ramène dans un endroit où Israël et Tzal ne se trouvent pas, on retrouvera exactement la même situation. La seule manière de faire, c'est de séparer la population civile des combattants du Hamas en s'occupant de la population civile. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à la population civile, allez là-bas. On leur donne un endroit, on leur dit, allez là-bas. Mais là-bas, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Donc, s'il n'y a personne qui s'occupe d'eux, sur le terrain, les gens du Hamas partent avec eux et s'occupent de là-bas. Ils vont d'une manière totalement mafieuse, et totalement terroriste, et totalement tyrannique. Mais au bout du compte, le pouvoir est celui du Hamas. Encore une fois, je me mets à la place de nos auditeurs. Je suppose qu'il y a des auditeurs qui vous écoutent et qui disent mais le Hamas, les civils, on a une incapacité, on l'a vu depuis le début de la guerre, à faire une distinction entre les civils et les terroristes, puisque les terroristes se cachent, ils se déguisent en civils, ils passent, ils ont juste une arme d'un côté et de l'autre, et finalement ils maintiennent d'une certaine manière là où ils sont le contrôle sur la population palestinienne. On a tout à fait une capacité de faire la distinction entre civils et terroristes, et on l'a fait pendant la première partie de la guerre, quand on a fait passer les gens dans le corridor de Netzarim. On avait le corridor qui allait de l'est à l'ouest de la bande de Gaza, donc depuis sur ce qu'on appelle le corridor de Netzarim. Toute la population, je parle du début de la guerre, on parle vraiment des premiers mois de la guerre, une bonne partie de la population civile du nord est passée vers le sud, à traverser. Il y avait un point de rencontre entre d'un côté le corridor militaire israélien, de l'autre côté la population civile qui descend. Moi j'y étais, je regardais cet endroit-là. Il y avait des millions de personnes qui sont passées par là. Chaque personne qui passait par là-bas était contrôlée. Et passait par, il y avait une sorte de passage comme ça, que les militaires à côté regardaient, il y avait des caméras, on regardait, et personne avec une arme n'est passé par là-bas. Est-ce que ça veut dire que vraiment aucun terroriste n'est passé? Je ne peux pas l'assurer, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas la liste de tous les terroristes, mais c'est sûr qu'il n'y a aucune arme qui est passée. Quand les armes elles sont passées, c'est après qu'on a fait un cessez-le-feu, et que le passage était libre, et qu'il y a des camions entiers qu'on a fait passer du sud vers le nord. D'accord. Et donc on a réarmé en fait le côté nord de la bande de Gaza. Ok. Alors, je parle des mois vraiment du début de la guerre, vraiment du début de la guerre. D'accord, mais alors, ok, on peut faire des corridors des passages où on vérifie chaque personne qui rentre. L'endroit où se trouvent les civils, il faut vérifier chaque personne qui y rentre. Ça, c'est la première chose. Et à l'intérieur, il faut s'assurer qu'ils aient l'éducation, qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, etc., qu'il y ait une police. Et tout ça, on doit s'assurer que ce ne soit pas le Hamas. Ça peut être Israël directement, ou même mieux, ça peut être des organismes internationaux ou des organismes privés que Israël paye pour le faire. Mais ça n'a pas marché dans le sud. Ça n'a pas marché dans le sud. La population l'a laissé toute seule, de ne pas s'en occuper. Mais ça marche pas. Mais ça n'a pas marché dans le sud. Pourquoi ça marcherait à Gazaville, par exemple? Parce qu'on sait ce qu'on a fait. Dans le sud, on les a envoyés vers le sud, on les a contrôlés au passage. Mais quand ils sont arrivés dans le sud, on ne s'est pas occupé d'eux. C'est le Hamas qui s'est occupé d'eux.
C'est un peu, j'avoue que c'est un peu compliqué. Et sur le fond, je vous pose la question, puisque pour essayer que l'on nous suive un peu dans nos discussions, finalement, pourquoi pas, pour trouver une sorte de compromis entre le chef d'état-major, qui, je rappelle, est un nouveau chef d'état-major, qui était venu avec une politique, on va dire, offensive, etc., et qui, là, aujourd'hui, dit ça n'a aucun sens de rentrer de conquérir la bande de Gaza, d'abord parce que ça met en danger les otages. Ça, c'est un argument qui peut être contestable si l'on veut, mais il avance un second argument, et là-dessus j'aimerais avoir votre appréciation parce que vous avez passé plusieurs centaines de jours de Milouim depuis le début de la guerre. Il dit les soldats, la réserve et les soldats du contingent sont épuisés, il n'y a pas de il faudrait, tout à l'heure Jack Neria nous disait qu'il fallait rajouter peut-être 3 ou 4 divisions pour conquérir Gazaville et les camps. Donc ça ne les a pas, ces divisions. Il y a des soldats, des réservistes qui sont épuisés. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous risquez de devoir repartir en Milouim. Combien de soldats répondront présents à cet appel? C'est pas une problématique? Ok. D'abord, il faut bien comprendre. Moi, ce que je parle, c'est d'occuper. On parle d'occupation, il faut faire la différence entre conquête et occupation. Conquête, c'est une question de territoire, même s'il est vide. Moi, ce que je parle, ce qu'il faut, c'est occuper. Occuper, c'est-à-dire d'avoir la responsabilité de la population. C'est ce qu'on avait depuis 1967 jusqu'aux années d'Oslo de manière assez réussie. Maintenant, au niveau des soldats, Israël, dans tous les cas, elle a 3 choix devant elle. Et la fatigue des soldats ne change absolument rien. Il y a 3 choix devant elle. Ou continuer ce qu'on est en train de faire, et les soldats se fatiguent au fur et à mesure parce qu'on n'a pas de faim, et au contraire, c'est ce qui fatigue. Ou se retirer totalement de la bande de Gaza, et donc avouer qu'on a perdu la guerre, et que le Hamas peut venir nous tuer, et faire ce qu'il veut absolument. Et ça, même les partis de l'opposition ne sont pas d'accord. Même les partis de l'opposition disent qu'il faut garder le périmètre, il faut faire des accords, etc. Donc c'est un truc qui est impossible, parce que la guerre, ça ne se fait pas tout seul, on a un ennemi en face de nous. Donc ils continuent à attaquer, on fait la guerre. Des soldats sont tués et on envoie des soldats au front tant qu'il y a un ennemi qui nous attaque. Et cet ennemi nous attaque, il continuera à nous attaquer tant qu'on n'a pas fait un accord avec lui, où on se retire totalement de la bande de Gaza et on avoue qu'on a perdu. Donc c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Et la troisième possibilité, c'est d'occuper la bande de Gaza, c'est-à-dire surtout d'occuper la population. De s'occuper de la population, de prendre d'abord qu'il y ait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de gouvernement militaire à Gaza. Il faut qu'il y ait un gouvernement militaire à Gaza. Un gouvernement militaire qui s'occupe de la population, qui s'occupe des besoins de la population civile. Pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement militaire à Gaza. Il faut revenir à Gaza dans la situation qu'on avait avant Oslo. C'est la seule manière de gagner cette guerre. Alors, je vais vous proposer une autre option qui pourrait être une sorte de compromis entre le chef d'état-major et le Premier ministre. Qu'est-ce qui empêche l'armée israélienne, dans un premier temps, d'imposer un blocus hermétique autour de la bande de Gaza, de cibler, de multiplier les opérations ciblées, de voir qui sort, on va dire, des tunnels de la bande de Gaza et de neutraliser, on va dire, les terroristes qui en sortiraient, et de voir si ce blocus, il a un impact. Et si ça n'a pas d'impact, alors dans une seconde étape, d'abord parce que ça permettrait à certains réservistes, à certaines unités de réservistes de souffler. Dans une seconde étape, eh bien, d'envisager, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, la conquête intégrale de la bande de Gaza. Il faut définir ce que c'est un blocus. Si c'est un blocus au niveau de l'aide humanitaire, on a vu que ce qui se passe quand on a arrêté pendant 2 mois l'aide humanitaire, les cris à la famine, une certaine détresse qui est réelle, une certaine détresse alimentaire dans Gaza. On n'y a pas de famine, mais il y a une certaine détresse chez certains Gazaouis. C'est ce qu'on fait. Donc, il y a 2 choses. Ou le blocus, ça inclut un blocus de l'aide alimentaire, et ça, on ne peut pas faire pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport au droit international. Deuxième chose, par rapport à la morale pure. Et troisième chose, par rapport aux pressions internationales. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Ou on continue. Ici, le blocus, c'est que par rapport aux armes et par rapport à... C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. C'est exactement ce qu'on fait depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans? Ok, on s'avance un peu ici, on recule un peu ici, mais au bout du compte, c'est un blocus. Si le blocus n'inclut pas l'aide humanitaire, il n'y a aucune différence avec ce qu'on a fait avant. Et l'aide humanitaire et l'eau, on ne peut pas l'inclure, et l'électricité en passant aussi, on ne peut pas l'inclure dans le blocus. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Qu'un gouvernement militaire peut fonctionner, comme il a fonctionné entre 67 et 93, comme il fonctionne dans tous les endroits où on a battu une guérilla. Il n'y a pas un seul endroit au monde où une armée régulière a réussi à gagner une guérilla sans séparer la population de la guérilla, donc des combattants ennemis, des terroristes. Et la seule manière de le faire, et c'est de manière empirique et logique, la seule manière de faire, c'est que le pouvoir qui combat la guérilla s'occupe de la population, et c'est elle-même qui prend le gouvernement sur la population.
Vous croyez, vous croyez, ça sera ma dernière question, elle est, on va dire, à caractère plus politique. Vous croyez que le gouvernement a, dans la conjoncture actuelle, alors qu'il y a effectivement une sorte de lassitude de la part même de la population civile, je ne parle pas des réservistes, mais est-ce que le gouvernement a la capacité aujourd'hui de mener de front une opération qui va durer plusieurs mois au moins, et pour conquérir la bande de Gaza, l'intégralité de la bande de Gaza? D'abord, je suis pas prophète, donc je peux pas vous dire directement. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement ait aujourd'hui la capacité de le faire. Je ne suis pas sûr que Netanyahou ait le caractère de le faire. Et ça fait 2 ans qu'il a tergiversé. J'ai énormément de critiques contre le Premier ministre ça fait 2 ans qu'il aurait dû donner cet ordre à l'armée de rentrer dans Gaza et de contrôler la population de Gaza. L'establishment militaire et politique militaire et judiciaire en Israël est contre, parce que tout simplement ça cassera l'idée, la conception de Oslo, la conception qui dit que les Arabes ont leur propre autonomie / indépendance sur la terre d'Israël, sur la terre d'Israël. Et je dis ce qu'on doit faire. Et ça ne veut pas dire que je pense que ce qui va se passer. Mon impression qu'on va continuer à faire la même chose. C'est le plan qui a été proposé maintenant, même de vider entièrement la ville de Gaza elle-même, de ses habitants, etc., etc. Je vois pas en quoi ça va changer la donne principale, qui est la seule question. Qui est le gouvernement sur la population à Gaza? Tant que Israël ne décidera pas et qu'on ne décide pas qui est le gouvernement, que ce soit nous, parce que ça peut être que nous, ou du moins dans un premier temps, ça continuera avec le Hamas et le Hamas continuera d'exister. C'est malheureusement, je peux dire ce qu'on doit faire. Malheureusement, je ne vois pas la capacité de ce gouvernement, et encore moins de l'opposition, puisque l'opposition est une opposition aujourd'hui qui, au contraire, est une opposition qui est défaitiste. Et c'est un vrai malheureux. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à faire la pression d'en bas vers le gouvernement pour pousser à une réactivité et pour pousser à enfin décider de gagner cette guerre, qui c'est une question juste de volonté. Israël est capable de gagner cette guerre. On est capable de gagner cette guerre, pas en 10 mois, mais en 1 mois max. C'est très rapide. On prend un terrain qu'on a déjà à Gaza, on fait rentrer là-bas la population de manière ordonnée, avec des contrôles. C'est pas quelque chose de très difficile à faire. En 1 mois, 2 mois max, on peut gagner la guerre. C'est une question de volonté après. Eh bien, on va rester sur cette question, sur cette interrogation que vous nous lancez d'une certaine manière, Nissim Slama. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer. C'est pas facile de le faire, mais vous l'avez bien fait comme vous le faites à chaque fois que l'on se parle. C'était important d'avoir votre appréciation de cette situation complexe dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Nissim Slama. Je rappelle que vous êtes le producteur et réalisateur de votre podcast Israël Décryptage. Voilà, c'est-à-dire j'invite nos auditeurs à le consulter si on veut mieux comprendre la réalité israélienne, y compris la réalité la plus complexe, comme on vient de le faire à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Nissim, d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt.